d'Ivoire. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête. Toi qui n'as jamais aimé le vent. Après la pluie, le beau temps. Et la paix pour tes enfants. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée. Je viendrai essuyer tes yeux mouillés. Je viendrai soigner ton cœur blessé. De linceul des dieux, tu ne connaîtras pas la couleur. De linceul des dieux, tu ne connaîtras pas la douleur. Tu n'aurais pas dû récolter la tempête. Toi qui n'as jamais aimé le vent. Après la pluie, le beau temps. Et la paix. Alpha Blondie, dans le titre Côte d'Ivoire, je t'aime. Alors, puisque Biasson j'avais annoncé qu'on allait aborder le thème de la commission Vérité et Réconciliation, mais nous avons déjà un de nos invités de cette matinée en ligne, et donc on va switcher sur les 60 ans d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, puisque hier, le 7 août 2020, la Côte d'Ivoire fêtait ses 60 ans d'indépendance. Alors, ces 60 ans d'indépendance incarnée par la figure de Félix Houphouët-Boigny, qui a permis justement cette indépendance et qui à lui seul incarne la volonté de ce pays de se tourner richement vers de la page de la colonisation. C'est lui qui met en marche tout ce mouvement et qui va affranchir en tout cas cette ancienne colonie française, la France qui commence à coloniser la Côte d'Ivoire en 1893. Et en 1968, la Côte d'Ivoire acquiert cette fameuse indépendance. Alors pour en discuter ce matin, Papa Thomas nous a rejoint et nous avons déjà en ligne Monsieur Tapé Kroubera, qu'on ne présente plus, un activiste non seulement ivoirien, mais surtout panafricain, qui est de tous les combats ici en Belgique déjà depuis de nombreuses années. Bonjour Papa, bonjour Monsieur Tapé Kroubera. Bonjour, je salue ici. Bonjour Tapé. Bonjour Tapé, bonjour Tania, qui est donc dans nos studios, et Tapé est loin, très très loin, comment dirais-je, à quelques centaines de kilomètres de Bruxelles. Monsieur Tapé, nous vous avons appelé parce que l'actualité l'oblige. Nous allons d'abord rappeler que vous êtes l'auteur d'un livre assez époustouflant, en ce sens que vous attaquez frontalement les Africains en disant ces Africains ennemis des Africains, ou qu'il y a une bonne partie de vérité là-dedans, aux éditions Marie Bro Fondation, et j'invite vraiment nos auditeurs à acquérir ces livres et à lire. Ne vous connaissez pas comme auteur, plutôt comme activiste, comme le dit notre animatrice Tania. Alors, vous êtes à Paris, on va le dire. Alors, l'information importante, c'est l'officialisation de la candidature à la
Alassane Ouattara à la présidentielle qui va se dérouler le 31 octobre. Vous êtes activiste politique ivoirien. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle? Est-ce que c'était d'abord une, comment dirais-je, je sais pas moi, est-ce que vous en doutiez depuis la mort du Premier ministre? Merci. Bonjour à Tania, bonjour à Patoma, Pat. Bonjour aux auditeurs, auditrices de la radio Air Libre. C'est un plaisir pour moi d'être contacté par vous. Parce que, bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont aussi dynamiques que ça. Mais si vous avez choisi ma modeste personne, je ne peux que m'en réjouir. Puis, donc, je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir un tout petit peu par rapport à ce que a dit ma soeur Tania. En fait, la question de la libération, enfin, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme on le dit, moi, je ne vois pas d'indépendance. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, hier, c'était le début, effectivement, de l'indépendance, parce que j'ai toujours dit, et je continue de l'affirmer, que nous sommes dans des enclos coloniaux. La question même de la libération, enfin, de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, c'est vrai, il y a eu un relais, mais il n'était pas le précurseur, puisqu'elle a parlé du 10 mars 1893. Sachez que pour qu'on puisse vaincre les Ivoiriens, parce que ça aussi c'est la fâche cachée, certainement qui va faire peut-être l'objet, puisque vous avez parlé de mon livre, mon premier livre que j'ai écrit, que vous avez, je vous remercie de dire aux gens de l'acheter, ça dit, dont le titre est « Ces Africains ennemis des Africains ». Et mon deuxième livre, certainement, c'est une idée qui me taraude l'esprit, c'est ce que j'appelle les résistances cachées de la colonisation jusqu'à l'indépendance. Parce que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, de manière historique, on vous dit le 10 mars 1893, je vais dire dans le système wallon, 1893, la Côte d'Ivoire devient colonie française. Et pendant le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante par la volonté des Français. On a l'impression que pendant plus de 67 ans, c'était effectivement des gens comme des moutons qui sont assis, qui sont venus, on les dit, oh, c'est bon. Mais c'est faux, absolument faux. J'ai écrit un texte qui a été publié, vous pouvez le retrouver sur Google, qui date du 12 décembre 2012, donc j'ai intitulé, comment on appelle, la déportation des Ivoiriens, une tradition française. Et j'ai dit, vous allez voir qu'il y a eu 143 chefs africains qui ont été déportés par les Français, d'autres en Mauritanie, d'autres en Gambie, d'autres en Martinique, pour avoir résisté. Donc les Ivoiriens, comme tous les peuples au monde, ne sont pas restés les bras croisés pour voir des jolis blancs qui sont venus tellement ils étaient éblouis par rapport à des histoires dormies debout. Ce n'est pas vrai. Ils ont résisté. Et il y a eu le Hitler, celui que j'appelle le Hitler des Ivoiriens, c'est M. Engoulevent, celui qui est venu faire ce qu'on appelle la pacification. Vous pouvez fouiller, vous tapez Engoulevent, vous allez voir, et c'est lui qui est venu vraiment à la main forte, du moins, excusez-moi, et qui a décimé, je dis bien décimé, des villages entiers, des villes entières. Quand il arrive avec son armée coloniale, c'est vraiment d'abord les bombes qui sont jetées, etc. Et on détruit tout, etc. Donc, Engoulevent, c'est vraiment, pour nous les Ivoiriens, c'est un Hitler. Et ce qui est assez paradoxal, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un boulevard, il y a le boulevard Engoulevent. Donc, pour faire le relais par rapport au Houphouët-Boigny, comment peut-on imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer des Français faire un boulevard, même une ruelle Hitler en France? Mais nous, tellement nous sommes aliénés, nous sommes choqués, nous acceptons d'avoir un boulevard, comment on appelle, un boulevard. Donc, puis même, on allait encore choisir, voilà, un deuxième meurtrier, qui est, comment on appelle, Galini. On a un camp institué en Côte d'Ivoire, le camp Galini. Donc, vous voyez, il y a une démentalisation, une décolonisation, des aliénations, par exemple, des leaders africains, d'un certain nombre de choses, mais qu'il faut mettre à la portée des uns et des autres. Bref, et c'est dans cette optique que je m'inscris quand j'ai écrit mon œuvre dont vous avez parlé. Et donc, M. Alassane Ouattara, je ne suis pas surpris, puisque j'ai parlé un tout petit peu dans mon bouquin, ce n'est pas pour faire la publicité, mais pour dire que M. Alassane Ouattara s'inscrit dans cette logique. Il fait partie de ces Africains, ennemis des Africains. Donc, moi, sa candidature ne m'a pas surpris. Et je suis même content, je vais être un peu cynique, je suis même content qu'il se soit déclaré candidat. Ça va vous paraître bizarre. Pourquoi vous êtes content alors que, comment dirais-je, ça bouleverse quand même, ne serait-ce que l'évolution, le fait de quitter le système Ouattara, qui est un système qui perpétuait en fait le système colonial, comme vous l'avez dit. Oui, mais celui-ci, il y a un responsable politique
qui ne sait pas que Ouattara devait être candidat, excusez-moi, il n'a pas besoin de faire la politique. Il doit aller au jardin, s'amuser au jardin d'enfants. Mais vous imaginez, depuis 1900, j'en parle, ce n'est pas pour faire la publicité de mon livre, j'en parle. Monsieur Ouattara, depuis 1990, pour ne pas dire 1990, a été imposé par les impérialistes à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est comme ça, il faut Bagny, il a pris de force. J'en parle un tout petit peu dans le jeu. Il a été imposé. Et vous imaginez, depuis 1990, 90, jusqu'en 2010, c'est-à-dire, vous imaginez près de 20 ans, les gens ont mis suffisamment de moyens sur lui. C'est quand même un pion. C'est pas n'importe qui. Les gens, regardez, il y a des opposants africains qui vont, les gens les soutiennent, après 5 ans, on les oublie, on change. Même Moïse Tchombe, qui a offert comment on appelle, qui a été à la base de la sécession du Katanga, qui a permis à ce que Lumumba soit isolé aussi, et qui a permis, parce que c'est par lui que, en plus, il y a Mobutu qui était à l'intérieur, mais lui, au final, il a fait la sécession. Et qui a même, c'est chez lui qu'on a amené Lumumba, c'est les mains qui a été utilisé pour tuer. Mais celui-là, après quelques années, il était, comment on appelle, le Portugal, il s'est promené, les gens l'ont oublié. Mais Ouattara, ils l'ont soutenu pendant plus de 20 ans. Donc, moi, je suis quand même étonné. La seule possibilité pour ne pas que Ouattara soit soutenu, je ne souhaite pas ta mort. Peut-être s'il ne vit plus. Mais sinon, tant que Ouattara vivra, les gens vont le soutenir. Et c'est quand même assez, excusez-moi, assez simple. Mais M. Tapé, oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que la pression populaire ivoirienne n'est pas encore suffisante non. pour empêcher à ceci? Non, c'est pas question de la chose. Au contraire, aujourd'hui, je salue les mouvements qui naissent à gauche, à droite. Et c'est aussi un élément, ça fait partie de l'élément que je voulais ajouter, parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, comme on dit, ils voient clair. Non seulement ils voient clair par rapport à M. Alassane Dramane Ouattara, mais ils voient aussi clair par rapport à cette opposition réformée petite bourgeoise qui mange, qui hier, aujourd'hui vous avez dans l'opposition, vous avez les gens comme Henri Konan Bédier, les Soro Guillaume et autres, tout ça, les Mabri Kouattapus, qui ont permis de perpétuer le coup d'État du 11 avril 2011. Ils l'ont fait, ils l'ont soutenu. Ils savent que M. Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui ne respecte aucune règle. Rappelez-vous, lorsque le 4 décembre 2010, le Conseil constitutionnel, au vu de l'article 98 disait qu'elle était la seule à proclamer les résultats des élections présidentielles définitives. Le Conseil constitutionnel, le 3 décembre, proclame le président Gbagbo vainqueur. M. Alassane Dramane Ouattara ne le reconnaît pas, mais il reconnaît la CEI qui n'est même pas habilitée à le faire. Et ce qui est paradoxal, lorsqu'ils arrivent à vaincre les Ivoiriens avec 3 armées, l'armée française, l'armée de la CEDEAO et sa rébellion avec les griots et autres, enfin les voyous, etc. Quand ils arrivent, ils vont chercher le même responsable du Conseil constitutionnel, cette fois-ci seul, pour venir, pour qu'on lui nomme comme président. Voilà quelqu'un, donc, tant que ça l'arrange, il peut y utiliser. Quand ça ne l'arrange pas, il n'utilise pas. Donc, un monsieur comme ça, les gens se sont associés à lui. Et aujourd'hui, eux-mêmes le disent, d'autres pour des deals, puisque en fait, l'objectif, c'était comme on dit, c'est de la tontine. Donne-moi, les gars, c'est mon tour, après c'est ton tour. Mais l'autre a refusé de donner, et puis ils sont retrouvés. Comment vous voulez penser que ces gens-là puissent être crédibles? Aujourd'hui, on les voit. Même un simple, j'ai dit, des déclarations de principe. Lorsque le président Laurent Gbagbo demande un passeport diplomatique, les gens, enfin, le régime, fait la sourde oreille. Et il va pour demander un passeport, ordinaire. Mais d'abord, ça même, ça dit, c'est dénier les droits d'un ancien chef d'État. Parce que dans le Conseil constitutionnel, tout ancien chef d'État, puisque le président Gbagbo a été acquitté, le ministre Abdoulaye Goudé, donc il revient de facto comme membre du Conseil constitutionnel. Ça fait partie, ce sont comment on appelle, ce sont comment on appelle, dans la Constitution du 8 novembre 2016. Il devrait lui avoir même des simples déclarations de principe qui disent mais on n'est pas d'accord qu'il y ait ce harcèlement. Il a été acquitté. Je parle des partis soi-disant de l'opposition. Je n'ai pas vu un seul. Un monsieur comme Afi N'Guessan qui se réclame du président Laurent Gbagbo n'a même pas fait de déclaration. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont là, je ne sais pas dans quel jeu ils sont, et qui véritablement sont en train de prendre la Côte d'Ivoire en otage. Je ne dis pas que le président Gbagbo est le baromètre qu'il faut. Mais quand même, il y a une question de solidarité quand vous faites partie de l'opposition. Non. Et aujourd'hui, donc, c'est ça, je suis content. Ça permet aux Ivoiriens de voir que effectivement, nous on a en face un monsieur qui est dans sa logique. Ouattara n'a jamais changé. Ce sont les gens qui ont refusé de le regarder. Ouattara n'a jamais changé. Il est le même.
constant. Il est venu pour des missions et il les accomplit froidement et sans problème. Ceux qui sont dans les états d'âme, c'est leur problème. Ouattara, il est là pour ça. Comment pouvez-vous imaginer? Même le plus grand criminel, appelé Hitler, Hitler n'a jamais imposé un embargo. Hitler, jamais des médicaments. Ouattara l'a fait en février 2011. Vous imaginez un embargo qui a duré pendant 3 mois. C'est-à-dire, il s'en fout de ceux, même ses partisans. Il a imposé un embargo de médicaments. Oui. Monsieur Tapé. Oui, je vous écoute. Voilà, nous sommes à 3 mois de cette élection présidentielle et vous êtes en train de me dire que le système finalement va se perpétuer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait en sortir? Vous avez dit que, bon, sauf à souhaiter la mort de Alassane Ouattara, il y a très peu de chances que les choses aillent bien. En tout cas, Alassane Ouattara a évoqué le cas de force majeure, c'est-à-dire la disparition de son candidat, de son dauphin naturel, quand il est revenu de Paris des soins médicaux. Quelques temps après, il a disparu, donc le Premier ministre. Alors, cette évocation des cas de force majeure, est-ce que c'est d'accord? Mon frère Pat, je vais dire, c'est de la plaisanterie. Vous pouvez reprendre le discours de M. Alassane Ouattara du jeudi 5 mars 2020. Il dit, et voilà comment sa phrase, je vais un peu le paraphraser. Il dit, je ne suis pas candidat, je laisse la place à une équipe jeune. C'est très important. Je ne suis pas candidat, donc l'autre devient, je ne suis pas candidat, par conséquent, je laisse la place à une équipe jeune. Il n'a pas dit, comme je vais laisser une équipe jeune, alors je ne serai pas candidat. Il n'est pas candidat. Donc, lui-même, de facto. Donc, je vais laisser... Où est la différence? Donc, si lui n'est pas candidat, donc la notion de ne pas être candidat doit toujours rester. Et puis, il parle d'une équipe, il n'a pas dit je donne à un. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, la constitution du 8 novembre dit que pour être élu, on est élu à 2. C'est sur les textes. On est élu à 2. Le président et le vice-président. Je suppose que quand M. Ouattara parle d'une équipe, logiquement, c'est le binôme. C'est-à-dire, si Amadou Bon Coulibaly était le premier, il faut avoir un vice-président. Question, si M. Père Assana, M. Amadou Bon est parti, et le vice-président, qui est-il? Ou bien, alors M. Ouattara est en train de nous duper en se présentant comme le vice-président, finalement. C'est ça, c'est ce qui ressort. Vous voyez le jeu. Donc, il n'y a aucun argument qui tienne la route. Puisque c'est la constitution que M. Ouattara lui-même a imposée, la constitution du 8 novembre 2016. On dit, pour que les élections, il y a un couple, un président et un vice-président. Si M. Amadou Bon était le président, je suppose qu'ils ne sont pas, excusez-moi, ils ne sont pas ignorants, ils ont dû choisir le vice-président. Ce qui fait que quand le vice-président, il est parti, le président Amadou Bon est parti, le vice-président devait être là. Voilà, c'est une logique tout simple. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis étonné que les gens s'agitent. Mais M. Ouattara était dans un jeu. Moi, j'avais dit que M. Ouattara était dans un système qu'il avait proclamé. Lequel c'était quoi? C'est-à-dire qu'il met M. Amadou Bon comme vice-président. Il sait que le monsieur avait une santé fragile. Par exemple, depuis 2012, ce monsieur a eu un problème cardiaque. Donc on sait qu'à un moment donné, il fallait le ménager pour qu'il puisse passer du temps, vivre un peu ses derniers jours. Je souhaitais qu'il vive plus longtemps. Mais c'était un monsieur qu'il ne fallait pas mettre dans une bataille. D'ailleurs, c'est ce qu'il a tué, malheureusement. Donc, pour moi, M. Ouattara... Est-ce que vous êtes en train de supposer qu'on l'a aidé à mourir? Moi, je ne suis pas un médecin pour le dire. Mais je dis, écoutez, mais il y a le bon sens qui nous anime. Quand vous avez quelqu'un qui est malade et que le médecin dit qu'il a besoin de repos, vous le mettez en repos. M. Amadou Bon est allé en France pour ses soins. On suppose que, parce qu'on nous a parlé d'une deuxième crise qui a fait qu'il a fait près de 3 mois. Logiquement, c'est ça. Il a eu une opération à cœur ouvert. Voilà. Moi, je ne suis pas médecin, je ne connais pas. Mais quand on parle, le cœur, quand même, c'est un élément central dans la vie d'un individu. Logiquement, avec cette situation, on devait passer à un plan B. Comme M. Ouattara a parlé d'une équipe, il devait dire, bon, toi, on devait te choisir comme vice-président, donc toi, tu deviens président, on va choisir un deuxième. Ah, si lui n'est pas dans les faux calculs, hein. Or, c'est que ce n'était pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait revenir M. Amadou Bon pour donner l'impression qu'il est en forme. C'est eux qui le disent. On dit, il est moins à la tâche. Est-ce qu'on ne peut pas épargner la vie de ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas? On pourrait même, puisqu'ancien Premier ministre, ancien ministre, etc., il doit avoir sa dotation. Mais au moins, il serait resté près de sa maman, près de ses enfants, de sa femme, ou que sais-je, sa famille.
Oui, je veux dire, on n'était pas obligé de le sacrifier. Moi, c'est le mot sacrifier. C'est-à-dire, lui dit, tu peux. Mais alors qu'il est fragile, on aurait dû éviter ça. C'est un Ivoirien qui est parti, c'est un Africain qui est parti. Au-delà de sa conviction idéologique, que je ne partage jamais, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est un ingénieur, qui a des compétences, qui pourrait servir aux Ivoiriens, aux Africains. Voilà, c'est un cadre. Oui, on aurait dû épargner la vie de ce monsieur-là. Ouais. On n'est pas obligé tous de faire la politique, on n'est pas obligé de monter au sommet. Bref, c'était ça que je disais. Donc, l'argument de M. Alassane Dramane Ouattara, je le démontre à plusieurs reprises, n'est pas valable. Ça, c'est un. Deuxième élément, enfin, avec ce que je viens de développer, deuxième élément, M. Ouattara ne peut pas être candidat au vu des différents éléments. Je vais rafraîchir un peu, permettez un peu la mémoire aux frères, aux sœurs de Ouattara. Un peu vite, il ne peut pas se représenter parce qu'il a fait ces deux mandats, mais lui-même considère que la modification de la Constitution en 2016 fait qu'on repart de zéro. Il n'y a que les chefs africains pour faire ça. Non, mais en fait, c'est de la démagogie et c'est vraiment du mensonge. Vous savez, ce qui est intéressant de nos jours, c'est le fait que, ce qu'on appelle maintenant la VAR, hein, cette vidéo. C'est-à-dire que vous allez, maintenant où nous sommes en train de parler, vous tapez M. Cissé Bakongo. Cissé Bakongo sur Google et vous parlez de la troisième constitution. M. Cissé Bakongo est un professeur d'université de droit, membre du directoire du RDR, du RHDP de M. Alassane Dramane Ouattara. Il fait partie des experts qui ont écrit la constitution du 8 novembre 2016. Il y a plusieurs vidéos qui sont là, où on lui pose la question. Est-ce que M. Ouattara, il dit non, c'est pas possible. C'est lui qui le dit, il est professeur de droit. Non seulement il est professeur de droit, mais lui-même, il fait partie de ceux qui ont rédigé. En dehors de lui, vous avez, comment on appelle, le ministre de la Justice, qui est un homme de droit aussi du régime de M. Alassane Dramane, l'actuel, qui, lorsque il y avait l'avant-projet, les députés du RDR, du RHDP, lui ont posé la question à l'Assemblée nationale. Il a dit que M. Ouattara dit qu'il ne peut pas être candidat. Voilà des faits qui sont là. Il ne peut pas être candidat et que nous ne voulons pas cette constitution pour que M. Ouattara puisse se prolonger. Puisque l'article 183 dit que les effets de la constitution de 2000 continuent à moins qu'on les a abrogés. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. On n'est pas en train d'inventer des choses. Donc, M. Ouattara, au vu de cela, ne peut pas être candidat. Ça, c'est ça. Sans compter le deuxième élément. Deuxième élément, c'est sa parole qu'il a donnée. Mais on dit la parole d'un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, ne croit que les naïfs. Moi je n'ai même pas cru à ça. Moi, je me souviens, et puis, jusqu'à ce que son maître, enfin, qui est aussi son petit-fils, M. Macron, puisse titiller, comment on appelle, une décision historique. Mais moi, j'aurais voulu aussi que M. Macron, depuis le 6, dise aussi, je suis déçu, c'est une décision historique qui va contre l'histoire. On ne l'a pas vu, parce que les gens sont dans les micmacs, etc. Voyez, donc M. Ouattara n'a aucun élément qui justifie comment on appelle, sa présence. M. Tapé? Oui. M. Tapé? Oui. On a vu quand même qu'il y a quelques mouvements jeunes qui se sont mis debout pour protester contre cette... D'abord, le fait qu'on ait retiré le nom de Gbagbo de la liste, le probable candidat, et puis le fait de l'officialisation de la candidature de Ouattara, il y a quand même des mouvements jeunes qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pensez que les 3 mois qui nous séparent du 31 octobre vont être sérieusement bousculés? Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin pour dire si oui ou non, etc. Mais je vais quand même permettre que je revienne 2 petits instants sur la question de la condamnation par contumace du président Laurent Gbagbo. Si vous prenez aujourd'hui, oui, si vous prenez aujourd'hui l'article 134 du code 354, je vais vous lire ce que ça dit. On dit l'accusé absent, sans excuse valable, à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Donc la première phrase, l'accusé absent, sans excuse valable, à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été déporté le 30 novembre par M. Alassane Dramane dans un avion de l'État de Côte d'Ivoire. Donc ils savent où le président Gbagbo est. Donc on ne peut même pas le condamner par contumace. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui va envoyer la question relative à son retrait. Même
Bon, donc il y a cet élément. On ne peut même pas donc, dire qu'on va le condamner par juridiction. Donc cela induit cela. Deuxièmement, est-ce qu'on peut encore on peut retirer son nom. L'article 25 du Code pénal ivoirien dit est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par accoutumance. Oui, je reprends la phrase. Est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace, qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Donc, à supposer un instant même que le président Gbagbo ou le ministre Blé Goudé ne se soient pas présentés, selon, on va supposer que ce n'est pas eux, ils sont allés en cachet, ils ont refusé. Mais comme ils ont été condamnés par contumace, alors ils ont le droit de recours. C'est l'article 25 du Code pénal. Ouais, à aucun moment on ne peut même pas retirer comment on appelle le nom du président de Gbagbo. Mais c'est ce qu'on appelle une fin de garin-chat. M. Ouattara a fait pour envoyer les gens de ce côté, pour que les gens de l'autre côté puissent s'amuser. Bref, pour lui donner cette possibilité-là. Mais maintenant, pour revenir à la question, moi, je suis un individu, comme tout autre, qui n'est pas d'accord. Et je l'exprime ouvertement à travers vos médias, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis merci, à travers les meetings que je fais. Hier, j'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Le 14, vendredi prochain, on sera encore devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Donc, j'invite tous celles qui écoutent ici, vous pouvez me donner l'information. Et le 28 août, nous avons fait une marche qui va partir de la place Lumumba au niveau de l'Union européenne. C'est une marche panafricaine dans laquelle nous allons inscrire, puisqu'il y a M. Alpha Condé qui veut aussi entrer lorgner. Parce que c'est ça aussi le système. Vous voyez, si Ouattara a pu... Donc, il y aura deux dates, rappelez-nous, donc le 14... Le 14 août, ça y est, la semaine prochaine, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, de 13h30 à 15h, nous sommes devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire non à tout ce qui s'est passé, etc. Puis c'est là-bas le président de Gbagbo allait déposer, comment on appelle, son dossier. Ça, c'est donc le 14. Le 28 août, c'est une marche panafricaine avec d'autres frères, parce qu'il y a beaucoup de choses, puisque il ne faut pas lier seulement la question de la Côte d'Ivoire, de l'enclos colonial ivoire, à la Côte d'Ivoire, à Gbagbo et tout ça, aux élections. Si on se trompe, c'est tout un système organisé, comme je l'ai dit. M. Alpha Condé, qui fait partie du système, l'ami de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a créé comment on appelle, Médecins sans frontières. Médecins sans frontières a été créé par la France pour aller diviser le Nigeria lors de la fameuse guerre des Biafra. Les Français ont voulu montrer effectivement que le régime du président d'alors du Niger, qui m'échappe, était mauvais. Donc, ils ont fait pour la sécession comment on appelle, du Biafra. Médecins sans frontières a été créé. Ça a servi à transporter les armes dans les années 1967. Vous voyez, donc, Bernard Kouchner est l'ami. Je n'ai pas dit pas qu'il va avoir l'ami de M. Alpha Condé. Donc, le premier essai de Ouattara ayant marché, M. Alpha Condé, bientôt, va dire que je postule pour un troisième mandat. Parce que eux, là, ce sont des hommes, tant qu'ils ne sont pas là, le monde va à l'envers. Vous voyez? Donc, voilà le drame. C'est pour cela, donc, le 28, nous invitons... Une question de Tania. Oui. Monsieur Tabé Groubera, on sait qu'au cours des dernières années, le peuple ivoirien fait preuve de beaucoup de résilience et s'est battu vraiment pour la réconciliation suite à tous les affrontements et aux meurtres. On sait que c'est un peuple qui a été meurtri et qui souffre encore de ces blessures. Quel est l'état d'esprit de la population ivoirienne à l'approche de ces élections dans 3 mois? Si vous venez de le dire, vous n'êtes pas devin pour savoir comment est-ce que les choses vont se dérouler, mais comment est-ce que la population actuellement le vit? Est-ce qu'elle est dans l'angoisse ou elle est plutôt, elle continue à être résiliente? C'est pas que la population est résiliente, c'est d'abord pour ça, d'entrée de jeu, je vous ai parlé de M. Engoulevent. M. Engoulevent, quand je vous parle de M. Engoulevent, c'est-à-dire la pacification, c'est pas moi qui le dis. M. Ouattara a dit, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, par le coup d'État du 11 avril, sa première déclaration, il dit qu'il va pacifier la Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça veut dire que c'est le schéma d'un Hitler français, qu'on appelle M. Engoulevent, c'est le même schéma que M. Ouattara est venu faire. Donc la population ivoirienne, il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances qui ont été tuées parce que M. Ouattara, lui, il n'est pas dans les états d'âme. Il ne s'amuse pas. Il vous fait enlever, on vous fait exécuter.
C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Alors où je vous parle, vous avez au moins une vingtaine de personnes qui sont détenues, dont certains, depuis le 11 avril, ne sont jamais passés devant un juge. Voilà, les démocrates. Est-ce que la population ivoirienne vit dans la peur? Dans la peur et dans l'angoisse. Parce que oui, elle vit dans la peur et dans l'angoisse. Parce que, je vais vous donner une information. Et je pense, c'est pour cela, nous devons aller. D'abord, je salue ici le vaillant peuple comment on appelle, du Burkina Faso, qui le 31 octobre 2014 a chassé M. Blaise Compaoré. Mais lorsqu'on chasse M. Blaise Compaoré, la France, François Hollande, le fait extrader en Côte d'Ivoire. Et le 17 novembre, donc octobre, 2 semaines après, M. Blaise Compaoré a la nationalité ivoirienne. Et en même temps, M. Blaise Compaoré ne rentre pas parce qu'il avait près de 1500 gars de sa garde rapprochée. Parmi donc tous ceux-là, il y a au moins la moitié qui sont en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, c'est des tueurs. Ils ont tué en Norbert Zongo. Donc ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc vous avez, en plus de la rébellion de M. Ouattara, des Dozo, vous avez donc près de 700 à 800 personnes que M. Comment on appelle, Blaise Compaoré est venu avec eux en Côte d'Ivoire, qui sont là. Donc, c'est normal qu'il y ait cette peur. Mais malgré ça, les Ivoiriens ont décidé de résister à leur manière. Et ils continuent. Voilà, donc, je ne pense pas que ce soit une résilience. Je ne pense pas. Mais comme je dis toujours, tout finit par finir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Léon Saïd qui dit, tout finit par finir. Quelle que soit la longueur de la journée, de la nuit, il va faire jour. Et je suis convaincu que les Ivoiriens qui prennent conscience à un moment donné de leur histoire, qui doivent s'engager. L'engagement ici que nous devons prendre, c'est de faire comme disait Franck Fanon. Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. C'est pour cela que je demande aux Ivoiriens de ne pas se fier à ces partis politiques qui sont aujourd'hui des partis d'accompagnement de Ouattara. Je le dis solennellement. Les gens sont convaincus qu'il va y avoir les élections. Bon, supposons qu'il y ait les élections. M. Ouattara a déjà calibré ses résultats. Il aura peut-être aux alentours de 54%. Bédier, il va lui donner une trentaine. M. Afi, peut-être 5 ou 10 ou quelque chose comme ça. Et puis c'est fini. Maintenant, ceux-là qui se sont engagés dans ce processus, vous pensez que demain, quand ils vont appeler, oui, on n'en sera pas d'accord, qui va venir là-bas? Personne. C'est là, c'est pour cela, dès maintenant, nous disons, nous les prévenons, pour leur dire, le jeu dans lequel ils sont, c'est un jeu de dupes. Parce que M. Ouattara n'acceptera jamais qu'il y ait un deuxième tour, à moins qu'il soit idiot. Parce que s'il accepte un deuxième tour, il suffit que... Pourquoi les gens ne veulent pas que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé rentrent? Surtout le président Gbagbo. Parce qu'il suffit que le président Gbagbo donne un mot d'ordre pour dire « rangez-vous derrière celui-là ». Même si c'est un mouton, excusez-moi l'expression, les gens vont aller là-bas. Mais vous imaginez, par exemple, que, comment on appelle, il y a un deuxième tour, que ce soit, prenons un exemple, M. Bédier, ou bien M. Afin Guessa, ou M. Mamadou Koulibaly qui est opposé, et que le président Gbagbo donne un mot d'ordre, on l'exécute. Mais Ouattara ne va jamais accepter qu'il y ait un deuxième tour, il n'est pas bête, il n'est pas... Au premier tour, il va avoir un score qui va au-delà de 51%. Ou bien 51%. Vous voyez? Donc... J'ai tapé Gourbera pour terminer, on va avancer dans l'émission. Une dernière question. Vous nous avez annoncé cette marche panafricaine du 28 août prochain. Oui. Est-ce que, selon vous, vous pensez que dans notre communauté africaine ici en Belgique, nous soyons suffisamment solidaires? On a l'habitude de vous voir dans chacune des marches, chacune des manifestations, quel que soit le régime qui est controversé, pour le droit à la défense et la libération du peuple africain dans son entièreté. Mais on se rend compte aussi que de plus en plus on retourne dans des communautarismes, du tribalisme, même ici dans notre petite communauté africaine en Belgique. Est-ce que vous pensez que ce 28 août prochain, parmi les personnes qui vont vous accompagner dans cette marche, on pourra voir les différentes facettes de la communauté africaine ici en Belgique? Bon, merci Tania. Je ne peux pas dire, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur qu'il faut connaître, c'est que nous sommes, ce sera un vendredi. Et nous sommes ici, ce que nous faisons, c'est dans le cadre du bénévolat. Ça va, personne n'est payé pour ça. Et nous le faisons parce que nous aimons notre continent, ce continent même qui est l'Afrique. Celui qui est disposé. Moi, je suis enseignant, donc je suis encore en congé jusqu'au 1er septembre. Bref, je vais dire, ce n'est pas forcément pour ça.
Mais donc, celui qui peut, il viendra. Mais à partir du moment où quelqu'un, où il te soutient, moi je pense que c'est un soutien qui est important. Parce qu'on a l'impression que les Africains sont des personnes qui doivent être des extraterrestres. On va pas aller loin. Prenons le Covid. Lorsque le Covid atterrit à chose, enfin, ça quitte de Wuhan en Chine et qu'on arrive dans la région de Bergame en Italie, vous avez vu quelle était la solidarité de l'Union européenne? Zéro. C'est les Cubains qui ont envoyé leurs médecins là-bas. Donc, pourquoi voulons-vous que les Africains soient extraordinaires? Nous sommes des Africains, nous sommes des humains. Chez nous, il y a un proverbe qui dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Même une maman qui a son enfant au dos, elle attrape d'abord sa tête et puis après, elle réalise que son enfant est au dos. Donc, moi, je ne suis vraiment pas déçu du fait qu'il n'y ait pas... enfin, il y a des frères qui ne comprennent peut-être pas pour le moment dans l'immédiat, mais qui peut-être qu'ils comprennent, mais compte tenu du fait qu'eux-mêmes, dans les enclos coloniaux dans lesquels ils sont, il y a beaucoup de problèmes, ils se disent, bon, il faut se battre pour qu'on puisse se résoudre. Bon, mais il faut discuter, il faut échanger. Et comme on dit, c'est goutte par goutte que l'eau parvient à user la pierre. Voilà le problème. On essaie. Je ne suis pas le premier. Il y a eu des frères, des aînés qui ont tenté. Les choses ont avancé. Après, on a pris un peu du recul. Voilà. Mais je veux dire, on continue dans cette pédagogie. Il n'est pas question de condamner un frère ou une soeur qui ne peut pas venir à une manifestation. Celui qui peut venir, on l'applaudit. Celui qui peut venir, il y a des gens qui ne viennent même pas, qui disent, ben, écoutez, comme vous voulez acheter la sono, voilà, je donne 100 €. Mais c'est une participation. Il y a d'autres qui sont, moi je ne suis pas religieux, qui s'asseyent, qui font les prières pour que je reçois, au lieu de recevoir peut-être 10 coups de matraque, je reçois 2 coups. C'est leur participation. Il y a d'autres comme moi qui croient aux ancêtres, qui s'asseyent et puis qui prient, les ancêtres nous aident. Vous voyez, c'est tout ça. Parce que des déplacements, on peut être sujet à des accidents, etc. Parce que l'ennemi, il est partout. Bref. Donc, pour moi, je suis tellement, comment on appelle, à l'aise avec mes frères et mes sœurs africains. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la compréhension du fait que nous devons nous libérer. Si vous allez aujourd'hui sur Google, vous tapez le Sénat français, le numéro 104, numéro 104 du Sénat français de 2012-2013, la France a rédigé un document de 501 pages. Vous tapez Google, le numéro 104, un document français du Sénat. Et à la page 4, le premier titre au-dessus, l'Afrique est notre avenir. Vous voyez, donc 501 pages. Donc les Français savent que l'Afrique est notre avenir. Il faut aussi que ça, de manière pédagogique, nous apprenons à nos frères et nos sœurs que nous là, nous sommes l'or. Et l'or en tant que ressource, d'abord la première ressource, ce n'est pas les ressources naturelles et autres, c'est l'homme. Et là, nous avons toutes les compétences. Quand nous allons comprendre à un moment donné... Avant de rappeler la date, les 2 dates des événements que vous nous avez annoncés, quelles sont les mesures de sécurité contre le Covid que vous avez prévues pour ces 2 différents événements? Ok. Dans tous les cas, nous, on va prendre les mesures qui s'imposent. Nous allons tout faire pour acheter quelques masques. On ne peut pas faire plus que ça. Puisque devant l'ambassade, c'est un espace assez... c'est une route. Donc, nous allons demander aux frères d'avoir la distanciation. Nous demandons ici, peut-être, donc pour le 14 samedi prochain, le vendredi 14 prochain, nous demandons aux frères et aux sœurs de respecter la distanciation sociale, de venir avec leur masque. On va voir dans quelle mesure on pourrait envoyer peut-être une vingtaine ou trentaine, peut-être une cinquantaine de masques, pour que si quelqu'un n'a pas un masque, qu'il puisse prendre des masques. Les micros, nous allons venir avec des produits. Chaque fois que quelqu'un veut s'exprimer, on va le nettoyer. Voilà ce que nous pourrons faire. On ne peut pas dire aux gens. Donc, si des gens peuvent venir avec des désinfectants, ils peuvent venir avec. Bref, voilà. Donc, les mesures barrières seront respectées. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi cet espace qui est assez... Ça dit, c'est un terre-plein qui est entre 2 routes. Donc, il y a suffisamment de place pour que nous soyons à une certaine distance. Nous allons venir avec une petite sono qui s'élève. Et donc, la portée est assez importante. Donc, ça va même plus à près de 500 à 600, voire presque 1 km. Donc, pour nous, les mesures seront prises pour que ça se passe très bien. Nous allons aussi avoir des frères qui seront dans les gilets orange, puisque les gilets jaunes font peur maintenant en Europe. Bref, nous qui sont là et qui vont permettre à ce qu'il y ait la sécurisation de cet endroit. Notre objectif, ce n'est pas d'aller casser l'ambassade, je le dis et je le répète. Notre objectif, parce que nous allons remettre une motion à l'ambassade, nous voulons leur exprimer. Nous faisons les choses de manière légale. Moi, je ne fais jamais quelque chose où je ne suis pas dans la légalité. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour détruire ce qui a été construit. Même si c'est mal construit. Mais, je vais dire, les gens attendent que nous détruisons. Voilà comment ça s'est passé. Regardez la Libye. La Libye, les gens ont pris prétexte, je ne sais pas, du n'importe quoi. Ils sont allés détruire la Libye. Aujourd'hui, c'est le peuple libyen, qui est aussi un peuple africain, qui souffre. Et à partir même de là, nous voyons aussi nos frères. C'est là-bas, il y a eu la pratique de, comment on appelle...
de cet esclavage des temps modernes. Et donc, j'avais organisé le 24 novembre 2017 la manifestation dont vous avez certainement parlé. Voilà pour vous dire que tout ça sont des conséquences dont nous ne devons pas aller pour aller détruire. Nous allons à l'ambassade pour leur dire non, mais mécontentement, on n'est pas d'accord. Nous l'exprimons. Donc, voilà. Merci, monsieur. Donc, les deux dates, si vous permettez, j'appelle les uns les autres que le 14, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, vendredi prochain, nous nous retrouvons devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, boulevard Franklin Roosevelt au 234. Ça, c'est le vendredi de 13h30 à 15h. Et puis, le 28 août, nous sommes dans le même mois, nous allons donc faire une manifestation qui va partir de 13h30 devant la place Lumumba jusqu'à aux alentours de 17h comment on appelle, c'est une marche panafricaine, mais n'empêche que celle du 14, d'autres frères vont venir. Voilà, moi je tenais vraiment à vous remercier les éditeurs ou auditrices de cette chaîne qui nous écoutent, et peut-être que je suppose le peu d'informations que j'ai données leur ont permis de savoir un peu ce qui se passe dans l'enclos colonial dont je suis ici. Mais nous allons nous battre pour que effectivement la Côte d'Ivoire puisse être débarrassée des gens, pas seulement de la Côte d'Ivoire, hein, comme les gens comme les Alassane Dramane Ouattara, d'autres au Togo, avec Faure, Alpha Condé en Guinée, et ainsi de suite, Paul Biya, ainsi de suite. Il faut que tout cela, nous les jetions hors et que nous ayons des dirigeants qui parlent de la question de la souveraineté. Nous ne sommes plus pour une alternance, nous sommes là pour une alternative démocratique. Quand tu viens, qu'est-ce que tu nous proposes de manière souveraine? Voilà les questions qui sont importantes sur lesquelles nous ne sommes pas prêts à tergiverser. Est-ce que vous pouvez très très rapidement nous rappeler le titre de votre ouvrage et où est-ce qu'on peut le trouver? Bon, le titre de mon ouvrage, ce sont « Ces Africains, ennemis des Africains ». Ici, donc en Belgique, je suis en pourparlers avec la librairie Pépite, ça m'échappe, je lui ai envoyé un mail, quand je vais rentrer. La librairie Pépite, je ne sais plus. Pépite bleue, on va trouver les... Oui, Pépite bleue, donc je suis en pourparlers avec eux pour voir s'ils peuvent vendre les livres. Donc je lui avais envoyé un mail, il devait me répondre, donc j'attends. Mais en France, il y a des dépôts, ou bien alors ils peuvent rentrer en contact avec vous, vous allez m'appeler. Pour le moment, je fais un peu, excusez-moi, le plan du porte-à-porte en attendant que je puisse avoir une ou deux librairies qui acceptent que je puisse les donner. Donc, ils rentrent en contact avec vous et vous m'envoyez votre numéro. Ou bien, ils peuvent envoyer un mail à moraf, moraf.afrique@gmail.com. Comme ça, je réponds. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous aussi. Puis, on espère que tout se passera bien le 14 et le 28. Merci. Et nous ne manquons pas de revenir vers vous pour suivre l'actualité concernant ces futures élections en République de Côte d'Ivoire. Pour continuer, un titre de Tikenza Fakoli, Ma Côte d'Ivoire. Merci.